Bonjour tout le monde, donc politique linguistique, huitième cours. On est rentré dans le vif du sujet de la francophonie au dernier cours et on y est rentré par l'actualité ou en tout cas par des choses récentes puisqu'on a parlé du dernier sommet de la francophonie qui a eu lieu euh, en présentiel, comme on dirait maintenant, à Yerevan en Arménie. Le prochain aura lieu donc en Tunisie fin 2021 probablement. Bon, si le Covid nous laisse un peu tranquille, parce que pour l'instant c'est quand même un peu approximatif toute cette affaire. Donc voilà, donc on va bien voir ce qui se passe. Bon, on n'est pas très inquiet, mais c'est vrai que ça commence à durer. On va continuer en fait sur la question de la francophonie, parce qu'on est rentré par un côté très très politique en fait, et un côté très d'actualité en fait. Donc où on a observé un peu ce qui se passait récemment dans les pays francophones et comment la francophonie peut être vue, enfin la francophonie avec un grand F, donc la francophonie de l'Organisation internationale de la francophonie, peut être vue comme un instrument de puissance et un instrument au service de la France en fait. Donc une prolongation en fait d'une politique post-coloniale pas merveilleusement souhaitable. Et donc on a parlé aussi du fait que, bien évidemment, ce qui était par contre souhaitable, c'était une francophonie des peuples, en fait, où tous les peuples qui se sont appropriés le français comme langue de création, comme langue d'expression, donc comme langue pour faire de la musique, pour écrire des romans, pour exprimer leurs idées politiques, philosophiques, etc. Donc qui continue à y avoir un dialogue de tous ces peuples-là et des projets communs éventuellement. Donc là, on va revenir un peu sur l'histoire en fait de la fondation de la francophonie telle qu'on la connaît maintenant. Je pense que c'est pas inintéressant de revenir un petit peu sur les fameux pères fondateurs en fait de la francophonie et le contexte si particulier en fait des décolonisations de la poursuite du souhait en fait de vivre du français, enfin, dans de la langue française pour un certain nombre d'anciennes colonies françaises. Donc on va regarder d'une part en fait l'histoire un peu des pères fondateurs parce que je trouve qu'elle est très significative en fait et très riche. Ensuite on regardera un peu des questions autour de la géopolitique de la francophonie en fait, et des ensembles en fait comme la lusophonie, comme le Commonwealth, etc. De tous les grands ensembles en fait qui sont construits autour de langues et de cultures, des grands ensembles géopolitiques, géolinguistiques ou géoculturels, on pourrait dire. Donc on va regarder ça d'un peu plus près, en fait, pour voir quels sont les différents ensembles et zones d'influence des différentes langues, je veux dire, et imaginer peut-être un peu de prospective, en fait, sur ce qui va se passer autour du Commonwealth, de la francophonie, de la CPLP, des questions hispanophones. Hein, je veux dire, on verra aussi que bon, l'Union latine, par exemple, a arrêté de fonctionner, en fait, et que donc il n'y a pas de fédération, malheureusement, des langues latines, ce que beaucoup de gens appelaient de tous leurs voeux, en fait, pour faire un contrepoids, en fait, au Commonwealth, qui, lui, regroupe plus de 2 milliards de locuteurs de l'anglais. Donc on a évidemment toute une série de choses à réfléchir autour de ça, autour de la géopolitique. Et bon, avec un peu de chance, alors peut-être ce ne sera pas dans cette vidéo-là, peut-être ce sera un peu dans la prochaine, selon l'état de mon bavardage et du bavardage des différents interlocuteurs qu'on va regarder en vidéo. On va essayer aussi de travailler sur des choses qui nous intéressent d'une façon plus pragmatique, puisque c'est des emplois, c'est des projets, etc. Donc de travailler sur les opérateurs de la francophonie. Donc qui sont les opérateurs de la francophonie? Bien évidemment, pour ce qui nous concerne, l'Agence universitaire de la francophonie, TV5 Monde, et dans une relativement moindre mesure, mais quand même avec des choses intéressantes qui s'y passent, l'Association des maires francophones, l'Association des parlementaires francophones. Donc on regardera tout ça d'un peu près. Bon, je vous parlerai d'un certain nombre d'anecdotes qui font que tout ça est lié à mon parcours professionnel, enfin à ce que j'ai pu faire dans ma longue existence. Voilà, donc on va regarder l'histoire des pères fondateurs de la francophonie.
Je suis désolé, ça manque un peu de mère fondatrice, hein. Il y a quatre pères fondateurs ou cinq. C'est malheureusement l'époque qui veut ça. Je veux dire, j'espère qu'actuellement on aura une parité un peu plus grande. Voilà, donc on va écouter Jean Tabimanga qui nous présente en fait ces différents pères fondateurs, en commençant évidemment par le plus illustre, Léopold Sédar Senghor. Dans cette partie, nous présentons les pères fondateurs de la francophonie. Quatre hommes d'État, africains et asiatiques, et un haut cadre québécois sont les instigateurs de la communauté francophone que l'on connaît aujourd'hui. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor, Hamani Diori, Habib Bourguiba, le roi Norodom Sihanouk et Jean-Marc Léger. D'abord, Léopold Sédar Senghor. C'était un poète, un écrivain, mais aussi un politique chevronné et un homme d'État africain. Il était le précurseur et sans doute le plus ardent défenseur de la cause francophone. Alors qu'il est premier président du Sénégal lors de son indépendance en 1960, c'est lui qui poussera l'idée de construire une communauté des nations francophones où se prolongeront les accords entre la France et les États africains francophones par l'entremise d'accords multilatéraux cette fois. Senghor a alors deux ambitions. Maintenir l'unité africaine tout en préservant les liens privilégiés avec la France. Son premier projet porte sur l'élaboration d'un Commonwealth à la française. L'idée m'en est venue, écrit-il, je crois, en 1955, lorsque, secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement Edgar Faure, j'étais alors chargé de la révision du titre 8 de la Constitution, relatif au département, territoire d'outre-mer et protectorat. J'eus alors l'occasion de m'entretenir avec Habib Bourguiba, qui était en résidence surveillée en France. C'est de là que date notre amitié et notre coopération. Il s'agissait, comme je l'ai dit en son temps, d'élaborer puis d'édifier un Commonwealth à la française. Fin de citation. Il expose ensuite son projet de communauté francophone aux chefs d'État africains réunis à Tananarive lors du sommet de l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM, en juin 1966. La suite prend un détour imprévu, puisqu'on lui confie un mandat plus ambitieux que celui qu'il espérait. Celui de mettre sur pied rien de moins qu'une coopération culturelle et économique qui inclura les autres pays africains. Militant infatigable de la francophonie, il s'efforce, aux côtés de ses homologues nigériens Hamani Diori et tunisien Habib Bourguiba, de promouvoir plus tard l'idée d'une communauté organique francophone, ébauche de la francophonie institutionnelle actuelle dont il explicitait ainsi les objectifs. Je cite: la communauté organique aura à définir, à côté d'un vaste domaine culturel et en relation avec lui, des secteurs et des programmes où la solidarité multilatérale pourra s'exercer, transcendant les vieilles oppositions
nord-sud, pour en faire des complémentarités. Elle fera jaillir les initiatives les plus diverses et les plus fécondes, qu'il s'agisse de projets culturels ou économiques, scientifiques ou techniques, voire politiques. Je songe ici aux initiatives en faveur des droits de l'homme et de la paix. Fin de citation. Visionnaire et humaniste, Senghor a apporté au projet francophone international les valeurs du Sud, celles de la civilisation de l'universel, et opéré leur tissage avec celle de la Révolution française. L'universalisme francophone qui en a résulté est un idéal de progrès, fondé sur le respect de la diversité, du dialogue et l'affirmation conjointe de la liberté et de la solidarité. Senghor, on le sait, quittera volontairement le pouvoir au Sénégal en 1980, mais ne se lassera jamais de militer pour la francophonie. En 1984, il est élu à l'Académie française. Et voilà, donc Léopold Sédar Senghor, donc vous voyez à l'écran ici sa biographie sur le site de l'Académie française. Donc effectivement, un remarquable poète, un incroyable artisan de la langue française. Enfin, je veux dire, vous lisez du Senghor, c'est tout à fait merveilleux et c'est encore tout à fait d'actualité. Donc c'était le bon temps, évidemment, où des chefs d'État pouvaient être aussi des vrais poètes. Donc voilà, donc ça s'est perdu probablement. Donc on a ce qui est important, enfin, ce qui me paraît important, c'est cette liaison en fait. Déjà la liaison très très forte avec le Sénégal. Évidemment, le Sénégal va être en fait un des piliers aussi de la francophonie en fait sur le continent africain. Et ça va être fortement lié à la personnalité de Léopold Sédar Senghor et au fait que justement il restera un démocrate jusqu'à la fin de sa carrière. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à prolonger son mandat en arrangeant les élections ou en modifiant la constitution. Il va se retirer du pouvoir et il va, et c'est son premier ministre d'ailleurs, Abdou Diouf, qui va être élu à la suite de Senghor comme président du Sénégal. Donc on va parler un tout petit peu d'Abdou Diouf tout à l'heure. Mais vous voyez, bon, vous pourrez lire la biographie de Senghor en fait, sur le site de l'Académie française. Je vois d'ailleurs qu'il était enseignant de lettres et de grammaire au lycée Descartes de Tours, pas très loin de l'endroit d'où je vous parle à ce moment. Donc ce qui est important à retenir là-dedans, en fait, c'est le lien probablement francophonie, en fait, et enfin à l'intérieur du personnage de Senghor, hein, le lien avec l'humanisme, avec la poésie et la connaissance merveilleuse, la maîtrise merveilleuse de la langue française, et au-delà de la maîtrise, une capacité créatrice absolument incroyable. Donc le fait que c'est lié chez lui avec cet amour de la démocratie, en fait. Donc il va lui permettre d'organiser des élections transparentes, je veux dire, ce qui va être beaucoup plus problématique dans d'autres pays d'Afrique ou peut-être même dans d'autres, voilà, peut-être même dans le même pays à l'heure actuelle. Donc vous voyez, donc Abdou Diouf sera le successeur de Senghor à la présidence du Sénégal, puis devient par la suite secrétaire général de la francophonie. Donc vous avez deux biographies en fait avec des éléments assez proches, hein, même si on a d'un côté un homme qui est encore ancré dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, puis bien sûr quelqu'un de beaucoup plus jeune, je veux dire qui va avoir dépassé, enfin qui va avoir connu assez tôt dans sa vie l'indépendance et qui est encore un enfant quand se finit la Deuxième Guerre mondiale. Donc évidemment deux contextes historiques différents, mais avec une destinée assez proche. Donc voilà, on voit le lien en fait entre francophonie, Sénégal et démocratie, et c'est probablement d'ailleurs ce qui explique le côté un peu choquant en fait de ce qu'on a vu dans les dernières semaines au Sénégal. Voilà, on va continuer avec Amani Diori.
Le deuxième homme fondateur de la francophonie est l'ancien président de la République du Niger, Hamani Diori, symbole de l'émancipation de l'Afrique subsaharienne. Outre sa participation à la création du Conseil de l'Entente en 1959 et de l'OCAM en 1966, Hamani Diori est un promoteur actif de la francophonie. Le président nigérien est ainsi mandaté avec son homologue sénégalais, Léopold Sédar Senghor, en juin 1966, par la conférence des chefs d'État de l'OCAM, réunis à Tananarive pour convaincre les autres pays francophones d'Afrique de participer à des projets de coopération culturelle et économique. Au cours de ses missions dans la plupart des capitales des pays partiellement ou entièrement de langue française, afin de recueillir la plus large adhésion possible au projet, le président du Niger prend conscience que le réalisme commande de réduire l'ambition du projet inspiré des vues généreuses du président Senghor est de privilégier les axes de la coopération culturelle, scientifique et technique. Est ainsi sous sa présidence que l'OCAM conçoit en mars 1968 à Niamey le projet d'une agence de coopération culturelle et technique, plus connue sous le sigle ACCT, qui réunirait les États utilisant la langue française. Succès symbolique, c'est dans la capitale nigérienne, Niamey, que se tiennent les deux premières conférences intergouvernementales des États francophones, réunies en 1969 et en 1970. La deuxième aboutit à la création de l'ACCT par 21 pays. L'ambition de Diori est de donner à cette organisation francophone une ampleur internationale, en incluant les anciennes colonies françaises et belges, les pays du Maghreb, le Liban, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la France, le Canada, la Suisse et le Luxembourg. Hamani Diori, donc, que vous apercevez sur cette photo à côté de Philippe Yassé, le président de l'Assemblée ivoirienne, de Maurice Yaméogo du Burkina Faso, de Charles de Gaulle, donc évidemment le général de Gaulle, de Félix Houphouët-Boigny et de Hubert Maga, président du Bénin, le futur président du Bénin. Donc c'est Hamani Diori qui proclame l'indépendance du Niger le 3 août 1960. Et je vous conseille d'ailleurs cette émission de RFI Savoir, en fait, si ces questions sur les indépendances africaines vous intéressent. C'est très bien fait, c'est des très beaux documents historiques en fait sur les indépendances africaines et la politique franco-africaine. Donc on voit bien que Hamani Diori est quelqu'un de beaucoup plus pragmatique et probablement moins poète aussi que Léopold Sédar Senghor. Et donc c'est lui qui va être l'instigateur de la fondation de la CCT, donc l'Agence de coopération culturelle et technique, qui est une agence qui va s'employer à monter des projets de coopération entre les différents pays francophones. Donc on est un peu avant la période vraiment politique de la francophonie, puisqu'après, donc en 2005, la CCT va se fondre dans l'Organisation internationale de la francophonie. Là, on est un peu avant cette période extrêmement politique, en fait. On est plus dans une période de construction de l'Afrique, de construction des projets, en fait. Vous voyez qu'on est aussi dans une période qui est encore dans la pleine prospérité économique, en fait, avant un premier choc pétrolier 1974. Donc, évidemment, on est dans une période beaucoup plus optimiste du point de vue du progrès, du développement, etc. Donc voilà, donc c'est Hamani Diori donc, qui va
donner au projet de Senghor, enfin, qui va à la fois réduire un peu son ampleur et lui donner des réalisations concrètes sur le plan international entre les pays francophones. Le troisième père fondateur que l'on vous présente est Habib Bourguiba. Il est le principal artisan de l'indépendance de la République tunisienne et a été son premier président. Il a adhéré très rapidement à l'idéal culturel et linguistique du président sénégalais. La rencontre de Senghor avec Habib Bourguiba a été déterminante pour la concrétisation de son projet d'une communauté des nations francophones. Bourguiba y ajoute l'idée de négociations multilatérales entre les membres de la communauté francophone et appelle de ses vœux la création d'un Commonwealth à la française lancé par Senghor. Il estimait, je cite, que la francophonie n'était pas une nouvelle forme de colonialisme, mais si alliés s'étaient utilisés l'acquis colonial dans le sens des intérêts des nouveaux États. Fin de citation. Partisan résolu de la francophonie, il s'en est fait lui aussi l'actif ambassadeur, notamment au Moyen-Orient, en mars et avril 1965, en Afrique occidentale, novembre et décembre 1965, à La Haye en juillet 1966 et au Québec en mai 1968. En 1965, Bourguiba entreprend un voyage à travers les pays de l'Afrique de l'Ouest pour faire la promotion d'une organisation francophone où l'on verrait se regrouper ces pays. Pour cet homme, la francophonie représente surtout une porte vers la modernité qu'il souhaite pour son pays, la Tunisie, avec entre autres des valeurs favorisant une éducation pour tous et l'émancipation des femmes. C'est pourquoi il s'en est fait ainsi un grand promoteur. L'ancien roi Norodom Sihanouk du Cambodge a aussi appuyé le mouvement francophone dès ses premières années. Il appelle à se rassembler ceux qu'il nomme francophiles autant que francophones. Norodom Sihanouk veut, comme Senghor, aller plus loin en créant une communauté politique avec des sommets réunissant chefs d'État et de gouvernement pour peser sur la scène internationale. Léopold Sédar Senghor, père concepteur de la francophonie, n'aura de cesse d'évoquer ce soutien du roi. En 1962, à la suite du numéro spécial de la revue Esprit, consacré à la langue française, une conscience francophone se développe. La même année, les présidents Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Hamani Diori et le roi Norodom Sihanouk consignent un appel au rassemblement des parlants français. Enfin, la francophonie avait aussi un père fondateur en Amérique, en la personne de Jean-Marc Léger. Ce dernier était le seul à ne pas être un chef d'État. Son rôle a quand même été crucial dès le départ. Amoureux de l'Afrique, humaniste engagé dans la défense des valeurs de solidarité entre les peuples, inlassable acteur et militant de la francophonie, Jean-Marc Léger a impulsé, en tant que premier secrétaire général de l'ACCT, les programmes
de coopération en faveur du développement des pays francophones du Sud, autour de l'éducation et de la diversité culturelle. Ainsi, il avait posé les premières pierres de l'édifice fondé par Senghor, Bourguiba, Diori et Sihanouk à Niamey en 1970, devenu aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. Le journaliste et écrivain Jean-Marc Léger a, entre autres, été l'un des initiateurs de l'association des universités partiellement ou entièrement de langue française, ce que l'on nommait l'OPELF et aujourd'hui l'AUF, soit la première grande organisation non gouvernementale de langue française. Il dirigera son secrétariat général entre 1961 et 1978. Il a également été fondateur et secrétaire général de l'Association internationale des journalistes de langue française de 1960 à 1962. Dans un hommage à Jean-Marc Léger, Abdou Diouf déclarait dans un communiqué de presse en 2011, je cite, « La vivacité de notre mouvement, son rayonnement à travers le monde, le rôle que la francophonie a acquis dans le domaine des relations internationales sont le fruit de ce projet visionnaire auquel la contribution de ce grand francophone a été essentielle parce que fondatrice. » Fin de citation. Vous voici maintenant plus informé sur les principaux pères fondateurs. Donc on voit évidemment dans ces pères fondateurs de la francophonie, en fait, l'image des protectorats français, aussi bien en Asie, avec le protectorat d'Indochine française, et le régime, le temps où le Cambodge était sous protectorat français jusqu'en 1953, et de l'autre côté, en fait, la trace des colonies francophones, colonies françaises, qui restent des pays francophones en Afrique. Donc on a des personnalités quand même tout à fait extraordinaires en fait dans cette fondation, que ce soit Léopold Sédar Senghor, donc grand poète, visionnaire en fait du point de vue humaniste, en fait, du point de vue philosophique et littéraire, un très très grand humaniste aussi, qui va entraîner le Sénégal sur une voie assez vertueuse et vers une indépendance assez réussi, assez démocratique. De l'autre côté, donc Norodom Sihanouk, qui est un personnage aussi assez étonnant en fait dans la manière dont il va passer de la royauté au poste de chef du gouvernement, puisque la royauté l'empêchait d'accomplir certaines fonctions en fait pour diriger l'État du Cambodge, et l'amour pour le français que peut développer à ce moment-là Norodom Sihanouk, tout à fait étonnant aussi, hein, je veux dire, on voit aussi que le français, la culture française était finalement très bien enracinée, aussi bien au Vietnam qu'au Cambodge, et qu'elle a laissé beaucoup de traces. Donc voilà, donc une fondation de la francophonie assez étonnante, et en fait qui démarre dans plusieurs points du globe en même temps, et évidemment le Québec, qui lui est un pays francophone, et un pays complètement indépendant et francophone, et voilà, enfin, et donc le Québec qui est aussi le second bailleur de fonds de la francophonie, comme on l'a vu il y a peu de temps, donc un peu avec un des rapports entre la complémentarité et la rivalité avec la France du point de vue des bailleurs de fonds. Donc tous ces équilibres-là, évidemment, change très très vite. Hein. On a vu que le fait qu'il y ait maintenant 53% des francophones en Afrique fait changer sérieusement le centre de gravité de la francophonie. Donc voilà, un ensemble assez étonnant, et une composition vraiment très très mélangée en fait à l'intérieur de cette francophonie, hein.
avec certainement des interprétations éventuellement différentes de ce que c'est que l'humanisme, ce que c'est que le français, ce que c'est que la bonne gouvernance, etc. Mais un espace de dialogue quand même qui peut être très très riche et très intéressant, à condition bien entendu qu'il ne soit pas instrumentalisé par une seule puissance. Voilà, donc ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est évidemment l'accroissement du nombre de pays et la manière dont l'OIF en fait va recruter un certain nombre de pays observateurs en fonction surtout de questions diplomatiques en fait et d'intérêt des pays pour la langue française. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure puisque là je me suis arrêté sur cette carte parce qu'elle me fait plaisir parce qu'on voit apparaître ici cette petite tache violette donc qui est un des pays qui a adhéré comme observateur entre 1991 et 2014. Donc il s'agit évidemment de la Thaïlande. Et j'ai travaillé c'est moi qui ai fabriqué, qui ai mis sur pied le dossier pour que la Thaïlande devienne membre observateur. Bon, évidemment, je n'étais pas l'instigateur de l'adhésion de la Thaïlande à l'OIF comme membre observateur, puisque c'était à ce moment-là le délégué général de l'OIF dans la région Asie-Pacifique, Monsieur Burrell, et évidemment un certain nombre de collègues du gouvernement thaïlandais. Et c'est directement lié en fait au fait que le français est c'était encore à ce moment-là la deuxième seconde langue passée à l'équivalent du baccalauréat en Thaïlande, avec plus de 6000 personnes qui passaient les épreuves de français chaque année. C'est encore la langue qui est la langue pratiquement obligatoire quand vous êtes juriste en Thaïlande, puisque l'essentiel du droit thaïlandais est basé sur le droit français. C'est aussi une langue qui était très parlée dans la famille royale. Donc, ce qui est un héritage en fait du fait que le français soit un peu la langue des cours royales au XVIIIe siècle, et donc bénéficie d'un prestige comme ça du point de vue des cours et de la diplomatie. Hein, je veux dire, ça s'est évidemment amoindri depuis, mais pendant très longtemps, le français a été la première langue diplomatique après le siècle des Lumières, et une langue très très parlée dans toutes les cours royales d'Europe et au-delà. Donc évidemment, là, on a eu cette influence-là qui a joué. Donc, quand on prépare un dossier, c'est toujours assez complexe parce qu'évidemment, les chiffres qu'on a ne correspondent guère qu'à des projections en fait. C'est-à-dire que là, vous prenez le nombre de gens qui passent le français au bac, vous dites, bon, ils sont à peu près de niveau A2, vous ajoutez l'ensemble des gens qui ont passé donc les épreuves de français à ce niveau-là, plus les professeurs de français eux-mêmes, plus un certain nombre de gens qui ont déclaré francophones, éventuellement des gens qui ont étudié à l'Alliance française, dans les différentes branches des Alliances françaises de Thaïlande. Vous essayez de faire une pondération de tout ça et vous arrivez à des chiffres qui sont quand même plus ou moins fiables. Donc je veux dire, c'est effectivement, évidemment, pas une question... j'ai un pays qui est membre observateur de la francophonie, n'a ni le français pour langue officielle, ni le français comme langue d'enseignement, ni le français comme langue d'usage. Et si vous sortez dans la rue, vous avez de fortes chances de croiser très peu de gens qui seront à même de vous comprendre en français, mais vous en trouverez quand même quelques-uns. Donc on compte en Thaïlande à peu près 600 000, 500 000 locuteurs de français à des niveaux très très variables. C'est évidemment peu par rapport aux 70 millions d'habitants. Mais bon, c'est pas complètement négligeable. Ensuite, donc évidemment, vous voyez que le gros des pays francophones, donc évidemment, quand vous prenez le Canada, il n'y a qu'une petite partie du Canada qui est aussi un pays complètement francophone. Voilà. Et vous voyez qu'en Afrique aussi, vous avez et le gros bloc, évidemment, le gros centre est en Afrique. Après, donc, vous voyez que c'est l'effondrement du bloc d'ex-URSS qui va faire revenir un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe comme pays observateurs de la francophonie. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est quand même un bloc très important qui représente à peu près 20% à 25% des échanges commerciaux à l'intérieur de la planète. Donc ça a une importance économique certaine, ça a une importance géopolitique certaine.
Voilà, donc évidemment, la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie, bon, mais plus généralement la francophonie avec un petit F, c'est-à-dire l'ensemble des peuples francophones, n'est pas le seul ensemble, évidemment, qui soit lié par une langue commune. Hein, on a vu, on vient de voir, donc il y avait évidemment tous les pays de langue anglaise, donc ce que Senghor appelle l'anglophonie, mais qu'on regroupe aussi souvent sous le terme de Commonwealth, en fait, donc richesse commune, hein, le terme de Commonwealth qui correspond en fait à des anciens États de l'Empire britannique. Évidemment, l'Empire britannique a été la chose, enfin la congrégation géopolitique, si j'ose dire, la plus puissante du monde. Je veux dire, le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique, je veux dire, puisque ça allait jusqu'à l'Australie, en passant par l'Inde, etc. Et donc actuellement, le Commonwealth regroupe encore 2,2 milliards d'habitants et de locuteurs de l'anglais. Je veux dire, et c'est évidemment toujours l'ensemble géoculturel et géolinguistique le plus puissant du monde. Je veux dire, donc vous voyez aussi que, enfin, quand vous allez regarder un peu le fonctionnement du Commonwealth, vous allez voir que la royauté britannique, il garde quand même une place importante hein, sur le plan politique et une place, oui, oui, tout à fait, sur le plan politique, sur le plan symbolique, une place extrêmement importante. On a aussi des institutions comme par exemple les Five Eyes, en fait, qui regroupent l'Amérique, le Canada, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, en fait, qui sont des services de renseignement, en fait, mutualisés pour ces grandes puissances anglophones. Donc c'est eux, par exemple, qui gèrent le système échelon. En fait, vous pourrez lire tout ça sur l'Internet, hein, vous pourrez faire des recherches sur l'Internet pour voir qu'en fait, l'influence géopolitique, stratégique et du point de vue du renseignement, etc., de tous ces systèmes-là est encore très très important. Donc on parle un peu pudiquement maintenant d'union géoculturelle et géolinguistique dans le monde, et on va regarder ça d'un peu plus près en fait pour voir le côté donc anglophone, le côté francophone, le monde hispanophone, le monde lusophone, le monde arabophone un tout petit peu. Bon, mais je veux dire, mais on a quelques données qui commencent à être intéressantes en fait avec les 538 millions d'habitants qui peuplent les pays de la Ligue arabe. Donc on a quand même aussi un gros ensemble en fait géopolitique et géoculturel de ce côté-là, hein, même si je dirais, il est probablement organisé d'une façon un peu différente et il ne prend pas comme objectif principal la défense de la langue arabe, comme va le dire Jean-François Simard. Mais bon, vous avez qu'il y a dans le monde en fait une série comme ça d'unions géoculturelles et géolinguistiques qui vont prendre de plus en plus de puissance. Et en fait, c'est probablement une chance en fait pour ces unions le fait qu'on soit passé à un monde où le virtuel et l'Internet ont autant d'importance, parce que c'est évidemment des moyens de communication à distance énormes, hein, et qui vont avoir de plus en plus d'importance dans l'influence culturelle et dans l'influence linguistique. Vous verrez que Calvet, par exemple, utilise en fait aussi des indicateurs, évidemment, qui viennent de l'Internet, donc le nombre de pages publiées en telle et telle langue, le nombre de visites ou d'internautes qui parlent telle ou telle langue. Donc ça devient un indicateur, évidemment, de plus en plus important du poids d'une langue. Repartons de cette idée maîtresse. La francophonie est un regroupement des États et gouvernements ayant le français en partage. C'est donc une affiliation à fondement culturel et linguistique. À la différence des autres groupements étatiques fondés traditionnellement sur la proximité géographique, comme par exemple les unions régionales ou sous-régionales, ou sur l'idéologie, comme par exemple le mouvement des non-alignés. Ces associations géopolitiques représentent des aires géoculturelles dont le concept renvoie à l'idée de sphères d'interaction humaine à fondement linguistique et culturel, sans pour autant être délimitées par des frontières territoriales fixes. Parmi les organisations internationales existantes,
il est possible de distinguer celles basées sur le partage d'un héritage culturel et ou linguistique commun, telles que l'Organisation internationale de la francophonie, la Communauté des pays de langue portugaise, l'Union latine, l'Organisation des États ibéro-américains ou la Ligue arabe. On sait que la francophonie se compose aujourd'hui de 84 États et gouvernements membres, avec une population totale d'environ 1 milliard d'habitants et 274 millions de locuteurs. Par rapport aux autres communautés géolinguistiques, quelle est donc sa place? Pour y répondre, nous allons faire le tour des alliances sur la base d'un héritage culturel et linguistique commun. Commençons d'abord par le Commonwealth, qui possède 53 pays membres qui sont rattachés au Royaume-Uni par des liens constitutionnels et historiques. Sa création a eu lieu en 1884. Il comprend aujourd'hui 2,2 milliards d'habitants, même si le nombre de pays membres y est moins important qu'en francophonie. L'Organisation des États ibéro-américains a été créée en 1949. Elle est un organisme international à caractère intergouvernemental qui entend favoriser la coopération entre les pays de la péninsule ibérique et d'Amérique latine, hispanophone et lusophone dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la technologie. Elle compte 23 membres. La communauté des pays de langue portugaise, quant à elle, regroupe 9 pays lusophones. Celle-ci a été créée en 1996 sous l'impulsion du Brésil. Il est à noter qu'on dénombre environ 550 millions d'hispanophones et 260 millions de lusophones dans le monde. Fait intéressant depuis 2010, quelques pays d'Amérique du Sud sont entrés dans la francophonie en tant qu'observateurs. La Ligue des États arabes, fondée en 1945, regroupe aujourd'hui 22 États membres en plus de 5 pays observateurs avec une population d'environ 380 millions d'habitants. Au contraire des organisations citées précédemment, il est difficile de classer cette ligue comme un organisme de promotion culturelle et linguistique, même si la langue arabe commune est centrale pour cette ligue, elle ne constitue pas sa motivation majeure. L'Union latine a été fondée en 1954 dans le but de diffuser et de mettre en valeur les identités et l'héritage culturel des langues romanes. Pour des raisons financières, l'Union a suspendu ses activités en 2012. Son secrétariat général permanent a aussi été fermé la même année. L'Union latine avait 36 États membres et avait 6 langues officielles, soit l'espagnol, le français, l'italien, le portugais, le roumain et le catalan. Sa disparition est la preuve que les organisations internationales géoculturelles et linguistiques pourraient devenir vite fragiles sans apport financier ferme des pays membres. D'autres langues comme le chinois, l'allemand ou le turc constituent aussi des aires culturelles et linguistiques importantes. Pour autant, elles n'ont pas encore formé d'alliance. Bien qu'atypiques dans l'ordre des relations internationales, les regroupements géopolitiques institutionnalisés s'imposent de plus en plus comme des acteurs à part entière du système international. Ce sont des entités géoculturelles à vocation politique. Comme l'exprimait Léopold Sédar Senghor à la veille de la création de l'Agence de coopération culturelle et technique en mars 1970, le problème n'est pas de partager un héritage, mais d'édifier entre nations majeures une véritable communauté culturelle. L'âge des empires est révolu, les sociétés humaines de demain seront fondées sur la solidarité de la langue et de la culture. Plus tard, à la fin des années 70, Senghor élargira la notion de communauté culturelle à celle d'ensemble culturel fondé sur le partage d'une même langue et, par conséquent,
lieu d'échange et de dialogue des cultures. Toutes les grandes aires linguistiques ont ainsi vocation à être des ensembles culturels. C'est un fait que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des ensembles culturels métis sont en train de se chercher, de se définir, de se réaliser. Ensembles anglophones, francophones, hispanophones, lusophones, arabophones, etc. Il faut noter que ce concept amène Senghor à utiliser le terme anglophonie plutôt que celui de Commonwealth et à prendre en compte l'arabophonie aux côtés des ensembles culturels d'origine coloniale comme l'hispanophonie ou la lusophonie. On passe ainsi des espaces post-coloniaux aux espaces mondialisés de dialogue interculturel et linguistique. Mentionnons de plus que l'enjeu culturel est souvent occulté ou moins bien considéré par rapport aux enjeux politiques et économiques dans la mondialisation actuelle. Paradoxalement, les différences culturelles deviennent de plus en plus perceptibles en raison notamment des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce paradoxe pose la question sur la stratégie à adopter des unions géoculturelles et géolinguistiques comme nouveaux acteurs du système international. En d'autres termes, quel devrait être le rôle et la place de ces acteurs dans la mondialisation? Comment relèveront-elles les défis culturels de la mondialisation? En effet, les unions géolinguistiques peuvent se constituer en alliances politiques en cas de besoin. C'est ainsi qu'existent depuis une quinzaine d'années plusieurs rencontres des 3 espaces linguistiques. Il s'agit en effet d'une coopération entre les unions francophones, hispanophones et lusophones englobant 3 organisations internationales: l'Organisation internationale de la francophonie, la Communauté des pays de langue portugaise et l'Organisation des États ibéro-américains. Les 3 espaces linguistiques travaillent notamment à encourager la diversité des pratiques linguistiques au sein des organisations internationales, ainsi qu'à harmoniser les systèmes d'accréditation des connaissances linguistiques. Au cours de leur colloque au Mexique en 2003, une déclaration sur la diversité culturelle a été adoptée afin de soutenir les efforts faits par les pays membres de chacune des organisations pour progresser sur la voie de la négociation d'une convention internationale sur la diversité culturelle dans le cadre de l'UNESCO. Une convention découlant de cette déclaration a été adoptée en 2005 et est entrée en vigueur depuis 2007. Donc, observer en fait ces différents regroupements géoculturels et géolinguistiques, hein, ça nous permet de relire en fait un peu la carte du monde et de revoir quelles sont les grandes zones d'influence culturelle et linguistique. Bon, évidemment, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas encore, qu'on ne connaît pas encore bien sur la Chine, hein, par exemple, sur la zone d'influence chinoise, parce que c'est quelque chose qui est en train de changer extrêmement vite, en fait, et sur lesquels on a des informations, évidemment, sur ce qui se passe en Chine, sur l'énorme bouleversement économique, aussi écologique, malheureusement, que peut connaître la Chine à l'heure actuelle, sur l'influence culturelle qu'a la Chine maintenant sur toutes les régions d'Asie du Sud, du Sud-Est et jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc là, on a une nouvelle ère en fait d'influence culturelle et linguistique qui est en train de se constituer. Ce sera passionnant à observer évidemment, et ça va changer, ça a déjà changé complètement les équilibres économiques et culturels du monde. Vous avez vu que pendant la pandémie du Covid, la Chine est passée en première place économique. Du point de vue culturel, ça a aussi beaucoup changé, du point de vue de la manière de concevoir le travail, la vie en général. Ça va amener des changements certainement assez énormes dans les années qui viennent. Donc c'est intéressant de regarder tout ça, de voir qu'en fait donc on a, vous voyez que l'ensemble hispanophone bien entendu est énorme aussi, hein, 550 millions à peu près de locuteurs de l'espagnol et donc de membres de l'espace hispanophone.
538 millions d'arabophones dans les pays de la Ligue arabe, mais il y en a évidemment bien plus en fait dans d'autres pays qui ne sont pas forcément membres de la Ligue arabe, et 260 millions de lusophones. Donc finalement un chiffre de lusophones pas très très lointain, avec 9 pays simplement, hein, du chiffre que représentent les francophones. Bon, c'est évidemment le poids d'un pays énorme comme le Brésil qui change de beaucoup la donne. Pareil, hein, quand vous regardez maintenant l'hispanophonie, bon, bah, c'est le Mexique, le premier pays hispanophone au monde en quantité de locuteurs. Et bien sûr, on voit aussi qu'un certain nombre de communautés, en fait, de communautés linguistiques, de communautés hispanophones, par exemple, peuvent être dominantes dans certains États des États-Unis du point de vue du nombre. Hein. Simplement, il y a des États des États-Unis où il y a plus d'hispanophones que d'anglophones. Voilà, il y a aussi évidemment des diasporas de différentes communautés en fait, qui vont avoir une importance plus ou moins grande dans les pays d'accueil. Je veux dire, l'arabophonie en France, c'est plus de 5 millions de personnes, je pense. Voilà, il faudrait que je vérifie les chiffres, mais ce sont des chiffres importants. C'est presque 10% de la population qui parle l'arabe. Donc voilà, donc tout ça est intéressant évidemment à observer. Ça nous donne des idées en fait sur la manière dont vont évoluer les situations linguistiques, les situations d'influence linguistique. On voit qu'évidemment l'anglais reste quelque chose qui est largement en tête. Je veux dire, l'une des difficultés peut-être pour l'anglophonie, c'est le fait que l'Inde, malgré sa quantité de population, ne soit pas au niveau de développement en fait au niveau de développement qu'a atteint la Chine, par exemple, maintenant, puisque les quantités de population sont assez comparables, mais le niveau de développement économique et technologique maintenant est relativement différent. Voilà, donc plein de choses à voir. Oui, il faudra qu'on reparle de l'Union latine, en fait, puisque l'Union latine, donc vous avez vu que ça a disparu en 2012 et que ça a été remplacé en fait par une union qui englobe des hispanophones, des lusophones et des francophones. Vous voyez bien que dans les langues à base latine, les langues latines, hein, tout simplement, les langues qui viennent du latin, l'italien, le français, l'espagnol, le portugais, mais aussi le roumain et le catalan, par exemple. Donc on a des langues qui sont relativement faciles d'intercompréhension. C'est-à-dire que en fait, c'est un des sujets sur lesquels a beaucoup travaillé l'Union latine, c'était l'intercompréhension des langues latines. Parce qu'effectivement, quand vous écoutez un espagnol ou quand vous écoutez un portugais, vous avez l'impression que finalement, vous n'auriez pas besoin de beaucoup d'apprentissage pour le comprendre. Pour le parler, ce serait certainement autre chose et un peu plus difficile. Mais donc l'Union latine a travaillé pendant longtemps sur des projets d'intercompréhension et sur des projets pour préserver la diversité culturelle à l'intérieur des organisations internationales. Donc là aussi, il y a des pistes intéressantes en fait, avec le rapprochement en fait, ou les travaux linguistiques qui vont permettre en fait, de travailler sur la compréhension de langues relativement proches et de les utiliser en fait, d'une manière asymétrique. C'est-à-dire dans le bilinguisme, dans la notion de bilinguisme maintenant, on n'est plus forcé en fait, d'être un locuteur complet d'une langue, mais on peut être quelqu'un qui comprend une langue et qui va parler avec un interlocuteur en utilisant lui-même sa propre langue maternelle, que l'interlocuteur peut comprendre et comprendre la langue maternelle de l'interlocuteur. Par exemple, si je parle avec un espagnol, il pourra s'exprimer en espagnol, je comprendrai, je lui répondrai en français, il comprendra. Et donc l'effort, la tension de la communication sera moindre et l'effort pour chacun sera diminué pour arriver à une intercompréhension à peu près similaire. Donc voilà, donc il se passe plein de choses du point de vue du mouvement de ces langues, des changements géolinguistiques et des changements d'aire géoculturelle et géolinguistique dans le monde. Donc on va continuer à travailler sur tout ça. Je ne suis pas arrivé à être assez bref pour vous parler dans la même vidéo des opérateurs de la francophonie, mais du coup ça fera l'objet de la prochaine vidéo. En fait, donc on parlera
des différents opérateurs de la francophonie, avec évidemment l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et les projets qu'elle mène dans le monde en fait pour rapprocher des universités francophones de tous les pays francophones, et de TV5, on parlera aussi de TV5 Monde qu'on a déjà beaucoup utilisé en fait pour leur production francophone et pour les matériels qu'ils mettent à notre disposition pour apprendre et enseigner le français. Voilà, merci beaucoup, bonne semaine et à très bientôt.